rêve de tout le monde, et tout d'un coup, le photovoltaïque, invention qui date du 19e siècle, qui tout d'un coup décolle. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si, dans cette saga du véhicule électrique, avec ses débuts brillants, au début du XXe siècle, jusqu'à ce que M. Ford ait l'idée de proposer la Ford T, la fameuse Ford T, dont tout le monde avait le choix, la possibilité de choisir la couleur à condition qu'elle soit noire, eh bien, à part ce... Donc ça a marqué un des déclins, mais il y a eu des relances. Après les crises pétrolières de 70, 80, tous les ministres ont voulu avoir des véhicules électriques. Aujourd'hui, et ils ont jeté, aujourd'hui, on redémarre. Et on redémarre avec des chiffres qui sont assez sympathiques en termes de croissance. On a des croissances à 2 chiffres, très largement. On a un parc qui s'accroît. Dans le monde, il y a 4 millions de véhicules électriques maintenant. Et il y en avait 168 000 en France. Les pays européens ont démarré. L'Allemagne, qui a été un petit peu lente à démarrer sur le véhicule électrique, maintenant a dépassé la France. Ils sont partis plus forts que nous. Et puis, on en a parlé au cours de la visite, il y a évidemment l'exemple de Tesla qui a servi d'éclaireur. On ne sait pas s'il ira jusqu'au bout, mais s'il est encore dans le peloton de tête, peut-être est-ce qu'il n'arrivera pas à franchir la ligne, on verra. Et puis, il y a le phénomène fantastique de l'éclosion du véhicule électrique en Chine, dont on dira peut-être un mot si on a le temps. Alors, pourquoi est-ce que tout d'un coup, les choses démarrent? Eh bien, il y a un certain nombre de facteurs. L'autonomie, qui devient, non pas totalement satisfaisante, on va dire acceptable, liée à l'augmentation de la capacité des batteries lithium-ion. Et vous allez voir, dans les modèles, il va y avoir un nombre de modèles qui va sortir en 2019-2020. La règle maintenant va être 50 kWh minimum pour les citadines et les petites berlines, peut-être même 60, comme certains constructeurs commencent à l'annoncer. Donc on aura 300 km d'autonomie réelle. Est-ce que c'est suffisant? C'est pas sûr. Parce que si on a 300 km, l'angoisse, elle vient peut-être à 230. On se dit, est-ce que je vais trouver une borne de recharge? Est-ce qu'elle est en bon état de fonctionnement? Etc. Est-ce qu'elle ne va pas être occupée, etc. Bon, mais enfin, c'est un progrès énorme par rapport au véhicule électrique il y a quelques années. La baisse continuelle du prix des batteries, j'y reviendrai. La lutte contre la pollution, qui est le driver principal en Chine. Les aides publiques, qui sont fondamentales aujourd'hui, qui sont aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, de 6 000 € pour le véhicule électrique, plus 2 500 € lorsque vous pouvez bénéficier de la prime à la conversion. Et puis, l'impact des règles communautaires que j'ai évoquées tout à l'heure. Parce que les constructeurs automobiles, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent aux véhicules électriques? C'est pas parce que c'est beau, parce que c'est compliqué pour eux. Leurs concessionnaires, ils ne sont pas au courant, ils vont avoir moins de pièces de rechange, etc. Et ils sont obligés pour respecter les normes européennes. Et l'angoisse des constructeurs, c'est de ne pas le pire du pire serait de construire des véhicules électriques qui restent sur les parkings. Donc les constructeurs sont extrêmement aujourd'hui moteurs pour faire progresser cette solution. La baisse du prix des batteries, c'est un phénomène qui est patent depuis maintenant 2010. Voilà les chiffres qui ont été donnés par Bloomberg, certains les contestent, mais enfin ils sont quand même intéressants. C'est le prix des packs hors taxe sur le marché en moyenne internationale. On est à l'INESTA et la tendance, c'est une poursuite de la décroissance qui pourrait amener, c'est les prévisions d'un certain nombre de grands constructeurs. Volkswagen, par exemple, le dit ouvertement, dire en 2022, j'aurai des véhicules électriques qui seront au même prix que les véhicules thermiques. On verra si c'est vrai. Alors, donc la question qui est débattue aujourd'hui, c'est quel va être le rythme. Nous, à Équilibre des énergies, on pense que ce serait bien pour les émissions de CO2 qu'on puisse atteindre en 2030 aux alentours de 4 millions de véhicules en circulation en France. C'est un challenge énorme, 4 millions par rapport, combien il y en a 30 millions je crois aujourd'hui, c'est vrai, 4 millions c'est pas énorme, mais on n'est pas sur la trajectoire aujourd'hui. On est sur une trajectoire de 1, un petit 1. Donc, alors que la loi de transition de l'énergie de 2015 dit qu'il y aura, je ne sais plus combien, 7 millions de véhicules électriques. Donc, on n'est pas sur la trajectoire, mais si on prend les bonnes mesures, on peut y être, disons, à 4 millions en 2020.
Il reste des problèmes à résoudre. Ils seront discutés, je pense, dans les sessions. Donc aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs, c'est les infrastructures de recharge. Trouver des prises pour surcharger. Il y a le problème des prises privées. C'est difficile dans les copropriétés. Il y a un droit à la prise qui existe, mais il est contesté, on pourra en parler. C'est quelque chose qui est laborieux. Il y a des syndics qui ne sont pas au courant, qui font de l'obstruction, etc. Et puis, les prises publiques sont quand même encore insuffisantes. Il y en a 25 000 qui ne sont pas toujours en fonctionnement, qui sont d'une puissance qui est souvent insuffisante par rapport à l'état de charge par rapport à la charge dont on voudrait disposer. Il y a le prix, la diversité des modèles, la formation des personnels, l'intégration avec le réseau électrique, j'y reviendrai, la fabrication et le recyclage des batteries, la dépendance en éco-stratégie. Donc il y a un certain nombre de points qui doivent être traités, qui sont aujourd'hui étudiés, sur lesquels on progresse, mais on ne peut pas dire qu'ils sont totalement résolus. Alors, par exemple, la question des ressources et le bilan environnemental. Le contenu environnemental des batteries, on peut le décomposer selon plusieurs axes. Les matières premières, l'aspect géopolitique, dépendance par rapport à la Chine, j'y reviendrai, le contenu sans CO2 et le recyclage des batteries. Les matières premières, ce tableau est assez intéressant. Il donne pour une batterie, qui était celle de la Chevrolet Volt, la décomposition de la masse contenue dans une batterie selon les principaux matériaux et le coût du matériau donné exprimé en dollars par tonne. On y voit que, d'abord, premièrement, il n'y a pas de terres rares dans les batteries. Contrairement à ce qu'on dit souvent, il y a des terres rares dans les éléments des moteurs électriques, mais il n'y en a pas dans les batteries. Alors, par contre, on dit souvent que le lithium va être un problème fondamental. C'est un problème, certes, mais pas le problème plus important. Le problème plus important, c'est le cobalt, pour lequel il y a aujourd'hui besoin de cobalt pour les électrodes. Vous allez dire cet après-midi, je pense. Et c'est un matériau qui est aujourd'hui assez cher, parce que toute la production s'est concentrée sur la République dite démocratique du Congo. Ça ne veut pas dire qu'il y ait là que du cobalt, hein, mais bon, les choses font qu'on le trouve aujourd'hui en RDC, et donc il faut développer, comme je fais, des nouveaux substrats d'électrodes avec en remplacement de cobalt en proportion aussi large que possible par le nickel ou l'aluminium. Parce que sinon, on arrive effectivement à des projections de dépendance des du cobalt qui sont tout à fait impressionnantes. Donc ça, c'est un problème qui n'est pas en train de se traiter, je ne veux pas dire qu'il faut le traiter, mais il est en train. Alors, les enjeux géopolitiques, c'est lié au précédent, c'est-à-dire que tous ces produits viennent de pays qui peuvent amener certaines réserves et sont exploités dans des conditions environnementales qui peuvent laisser à désirer, notamment en Chine ou sur RDC comme partout. Travail des enfants, problème des pollutions atmosphériques, etc. Bon, donc, il faut se prémunir contre. Les constructeurs travaillent là-dessus, dans plusieurs directions. Développer les matériaux alternatifs, je l'ai dit tout à l'heure, le nickel, l'aluminium, diversifier les sources d'approvisionnement, comme on l'a fait pour le pétrole. Bon, seulement, les métaux, on est un petit peu en retard par rapport à ce qu'il faudrait aujourd'hui pouvoir faire, et ouvrir de nouvelles mines en Suède. Il y a des ressources, même en Europe, hein. Il y a des problèmes environnementaux, évidemment. Alors, l'un des problèmes géopolitiques majeurs, c'est le problème de la dominance de la Chine, qui a pris un leadership très marqué dans le domaine des batteries, non seulement pour son propre marché, mais aussi pour la fourniture d'un certain nombre de constructeurs, de la plupart des constructeurs de véhicules électriques dans le monde. Donc c'est un problème, mais c'est un problème qui est discuté au niveau européen. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'on peut encore être présent dans le domaine des batteries? Est-ce qu'il faut attendre la future génération, ce qu'on appelle la future génération des batteries tout solides ou pas? Donc tout le monde n'a pas la même politique. Donc c'est un sujet qui donne lieu à débat. Je ne conclurai pas là-dessus. Les émissions de CO2, c'est un sujet qui est aussi fortement débattu. Les émissions de CO2 d'un véhicule, quel qu'il soit, il faut les analyser sur le cycle de vie, depuis à la roue, et l'intégrer sur l'ensemble du cycle de vie,
en tenant compte du carburant, qu'il s'agisse d'hydrocarbures ou de kilowattheures. Donc il faut intégrer le contenu en CO2 des batteries, et là-dessus, il y a un certain nombre d'études. Moi j'en ai retenu deux. Une étude internationale effectuée par un organisme non gouvernemental qui est l'ICCT, qui a fait une synthèse d'une douzaine d'organismes, 11 études réalisées par des NGO en Europe. Et puis une étude de Carbone 4 qui a été réalisée en France en 2017. Bon, on ne va pas avoir le temps de commenter en détail, mais qu'est-ce qu'on voit? En France, on voit que les émissions de tous les véhicules, c'est les émissions du carburant et les émissions qui sont à la construction. Et s'agissant des véhicules électriques ou des véhicules hybrides, à la construction des véhicules proprement dit, s'ajoute la part liée à la batterie. Bon. Lorsqu'on fait des calculs, il faut évidemment tenir compte des progrès qui sont réalisés, qui continueront à être réalisés sur des véhicules thermiques. Et donc on ne peut pas dire condamner des véhicules thermiques sur la base de chiffres 2007. Il faut les projeter en 2030 par exemple, pour voir quels sont les progrès sur les véhicules 3 litres, 2 litres, 4 litres, enfin, se faire une idée des progrès possibles. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en France, on a du kilowattheure qui est décarboné, donc il n'y a pas de problème, même en intégrant la batterie, le véhicule électrique est largement gagnant en matière de CO2. Au niveau européen, ça dépend. Ça dépend. Ce schéma qui vient de l'étude que j'ai signalée montre qu'en moyenne européenne, on est gagnant. En France, on est largement gagnant. En Allemagne, dont les kilowattheures sont fortement dépendants encore du charbon et du lignite, c'est raduc par rapport aux véhicules thermiques plus efficaces. Et si j'avais mis la Pologne, ça aurait été franchement négatif. Donc, il faut concevoir le développement du véhicule électrique dans une perspective de décarbonation du kilowattheure produit. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, la fin de vie des batteries. Alors, on nous dit souvent, ah, mais les batteries, ça va être un problème considérable, qu'est-ce que l'on fait en vie? La bonne nouvelle, c'est que les batteries durent plus longtemps que ce qu'on avait pensé. Alors j'accélère. Plus longtemps que ce qu'on avait pensé, et donc, il n'y a pas de feu au lac. Les batteries, aujourd'hui, durent facilement 10 ans, voire 12 ans, mais il faut l'organiser. Il faut l'organiser, soit par recyclage, et il y a des sociétés, par exemple la SNAM, enfin, qui savent recycler. Il faut faire la collecte d'abord, et ensuite le recyclage. Et puis il y a la deuxième vie des batteries, utilisées dans des applications à demeure, et en particulier pour permettre de mieux intégrer le véhicule électrique avec les réseaux. Chaque fois qu'on parle de véhicule électrique, on vous dit, mais pour monsieur, vous allez faire sauter les plombs, à 19h, tout le monde va recharger en même temps. Bon, ce à quoi je réponds, ça aurait pu être le cas pour les chauffe-eau électriques, mais on les recharge la nuit et tout se passe bien. Le véhicule électrique, c'est pareil, il faudra qu'on organise la recharge, qu'on pilote la recharge en utilisant des heures creuses, voire en utilisant des schémas plus actifs, interactifs, un pilotage direct par un agrégateur ou un intermédiaire, voire des pilotages bidirectionnels dans lesquels le véhicule électrique pourra restituer son énergie sur le réseau. Donc, dans une vision optimisée, on voit que le véhicule électrique peut avoir deux avantages. D'une part, être un débouché dans la journée pour l'énergie d'origine solaire, et il y aura de plus en plus de panneaux photovoltaïques intégrés dans les toitures, hein, ça paraît clair. Donc le véhicule électrique est une utilisation possible pour utiliser immédiatement cette électricité et éventuellement en restituer une partie en heure de pointe le soir lorsque on arrive à la pointe de 19h. Alors, un mot sur l'hydrogène. Lorsqu'on va à Paris, on voit des taxis qui circulent à l'hydrogène. L'hydrogène est une substance qui a beaucoup d'avantages. Je pense qu'il y a un atelier de prévu sur l'hydrogène, donc je vais être très rapide. Il y a beaucoup d'avantages en termes de pouvoir calorifique, d'émissions de CO2. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on produit l'hydrogène par rapport au formage du méthane. Donc c'est très émetteur de CO2. Et l'industrie consomme à peu près, je crois, 1 million de tonnes d'hydrogène, donc ça fait beaucoup de CO2 émis dans l'atmosphère. Donc, on ne peut pas imaginer développer l'hydrogène si c'est pour rester au rapport et formage. Donc il faut envisager de l'hydrogène électrolytique.
Mais le problème, c'est que la fabrication de l'hydrogène est chère. C'est un problème économique plus que technique. L'équation économique est compliquée. C'est cher à la fabrication, c'est cher au transport, et c'est cher au stockage et à l'utilisation avec des piles à combustible. Donc, nous, notre position, c'est de dire qu'il faut aller dans le sens du développement de l'hydrogène, mais cibler son utilisation là où c'est le plus pertinent. En particulier, les navires, les trains, les gros poids lourds, etc. Donc, c'est la position de l'Association publique des énergies. J'ai été rapide, il y a bien d'autres formes de mobilité, mais on fait signe que le temps passe. On peut se déplacer maintenant en trottinette, avec des gyroroues, des e-skates, des segways, etc. Tout ça va jouer un rôle très important dans la mobilité de proximité dans les années à venir. Et puis le vélo électrique connaît un décollage assez fantastique depuis 2 ans dans ce pays. N'oublions pas les autobus évoluent fortement. On voit des autobus électriques, des hybrides, des bus à GNV, bio-GNV, des bus à hydrogène, etc. Donc l'écosystème évolue. Alors évidemment, c'est bien sur le plan de la pollution. Sur le plan du CO2, le GNV, c'est moins bien parce que c'est encore du méthane. Mais bon, c'est pour ça que je mentionnais la possibilité de faire appel à l'hydrogène. Alors, j'en viens, puisque le temps est compté, je voudrais dire un mot sur la loi sur les mobilités. La loi sur les mobilités, elle aurait dû déjà être en débat. Ne l'est pas, elle sera bientôt. J'ai fait quelques slides. Ces slides, malheureusement, sont en grande partie dépassés. Parce qu'avant les vacances, il y avait un texte qui circulait, qui était un foutoir pas possible, de 174 pages, dans lequel on avait du mal à s'y retrouver. Et puis, tout dernièrement, il y a un texte qui s'est comprimé considérablement. Il y a eu un échelonnage considérable qui fait que la loi s'est resserrée sur quelques objectifs, mais à mon avis, on est passé d'un excès à l'autre. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup trop de trucs, maintenant, il n'y a pas qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, alors, pourquoi une loi sur les mobilités? Là, je fais le porte-parole des pouvoirs publics et des ministres. Nous avons 3 grands défis à relever. 3 grands défis. Le premier, c'est d'apporter des solutions de mobilité à tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup de situations, la seule réponse possible, c'est la mobilité individuelle. Donc la loi de mobilité va essayer de promouvoir des formes alternatives, j'en ai décidé quelques-unes, mais il y a aussi tout ce qui est éco-partage, etc. Deuxième défi, c'est répondre à l'urgence climatique et environnementale, on vient d'en parler. Troisième défi, c'est sortir de ce qu'on appelle maintenant le paradigme des grandes infrastructures. Depuis les 30 Glorieuses, on a fait des grands chantiers à la française, avec le TGV, les autoroutes, etc., pour relier les grandes métropoles. Donc, il paraît que cette époque est terminée et qu'il faut faire maintenant des transports de proximité. Mais c'est sans doute exact. Je dis ça sur un ton banal, ils sont... Alors, la loi décline tous ces objectifs en un certain nombre de titres. Sa philosophie est en grande partie fondée sur l'idée, le troisième point, c'est-à-dire que le gouvernement renvoie l'essentiel des actions au niveau des collectivités territoriales, et plutôt plus exactement des communautés d'agglomération, puisque les communes, en fait, ne seraient plus responsables de l'organisation des transports, ce seraient des communautés d'agglomération avec une coordination au niveau de la région. Politiquement, je ne sais pas si ça passera, hein, mais tout le territoire doit être couvert par ce qu'on appelle maintenant des autorités organisatrices de la mobilité, qui sont chargées de veiller à ce qu'une offre suffisante de mobilité soit mise en place, de veiller à l'échange des données, à la mise en place de services, etc. Et ces collectivités territoriales, vont avoir des pouvoirs étendus, par exemple créer des zones à émissions restreintes. Dans le projet d'avant les vacances, on a des plus loin, il était possible qu'elle installe des péages. Il semble que ça soit un peu disparu. Et enfin, les zones à émissions restreintes risquent d'être un fort. Ensuite, le titre 2, ce sont tout ce qui est aide à la mobilité propre. De mon point de vue, un peu timoré, mais il y a quand même des choses importantes. Par exemple, faciliter la création de bornes publiques,
Très bien, je vous en demanderai 3 si je ne m'abuse pas. Et puis, donc l'État n'a plus d'argent, c'est ça le problème, c'est qu'il ne peut pas mettre sur la table des gros paquets financiers pour inciter. Ou plutôt, quand il fait quelque chose, il va le prendre ailleurs pour essayer de... Bon, donc tout ça va venir en discussion. Je passe rapidement. Est-ce que ce sera suffisant pour arriver à une situation où la mobilité serait satisfaisante? On peut malheureusement aujourd'hui en douter parce qu'il y a un problème qui n'est pas aujourd'hui traité, véritablement, c'est l'espace. Et ça, l'argument est quand même un argument très important. Vous avez un véhicule électrique, monsieur, c'est très bien, vous pouvez faites moins de bruit, etc. Mais vous prenez toujours autant de place. Donc c'est le défi des années à venir. Et c'est pour ça que je voulais terminer sur un coup de projecteur sur tout ce qui est apport du numérique et du véhicule autonome et connecté. Parce que déjà le numérique permet d'atténuer la croissance des besoins en transport par le télétravail, l'e-santé, les services en ligne, etc. Mais on pense que le véhicule autonome permettra d'aller plus loin. Le véhicule autonome, c'est une saga, c'est des étapes. Le véhicule vraiment autonome, la délégation de conduite commence au niveau 3. On n'en est pas là. Aujourd'hui, l'état de l'art, c'est le niveau 1 et 2. On donne des délégations partielles, par exemple pour se garer. Et vous aurez le droit de quitter provisoirement le volant à partir du niveau 3. Donc là, il y a une rupture puisqu'on abandonne. Alors, ça va se mettre en place, ça va demander du temps. Je suis passé 2025-2030. On va progressivement voir des fonctionnalités se développer. Et l'idée, c'est d'arriver à une situation où on aurait des véhicules totalement autonomes, c'est-à-dire où il y aurait plus de gap entre le transport en commun et le transport individuel. Le transport individuel serait assuré par des capsules, assez confortables apparemment, qu'on appellerait par son smartphone, parce qu'il existait à l'époque, et dont on n'aurait pas la propriété. Et ça, c'est dans l'air du temps. C'est très populaire aujourd'hui. De dire, ah ben non, c'est ringard de vouloir posséder, il faut être une mobilité as a service. Bon. Et ça nous pose un problème de fond. Est-ce que c'est très à la mode, sans doute dans la direction dans laquelle il faut aller. Mais est-ce que, in fine, c'est l'aspiration de chacun? Parce que je ferai remarquer quand même, ça sera ma conclusion, rassurez-vous, qu'il y a quand même une petite différence, une antinomie entre ce mouvement qui dit qu'il faut tout partager, qui s'est traduit par le fiasco de Covid. Les Parisiens, dans quel état étaient arrivés les véhicules autonomes. Donc, il y a une antinomie entre ce discours, qui est le discours convenu, et la réalité qui est celle d'avoir des véhicules automobiles de plus en plus confortables, dans lesquels on fait ce qu'on appelle du cocooning automobile. On n'a pas de bruit, on peut téléphoner maintenant dans des conditions impeccables, on peut écouter de la musique, bientôt on pourra faire autre chose. Et donc, est-ce qu'on a envie de partager cette merveilleuse... L'automobile de demain, ça sera comme l'iPhone 10 qui est sorti hier. Bon, ça sera quelque chose de plus en plus confortable. Donc ça, je pense que c'est un sujet de débat intéressant. Merci de m'avoir écouté.